Bonjour et bienvenue à tous pour notre webconférence sur vos obligations employeurs en matière de qualité de vie et des conditions de travail, autrement nommé QVCT. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et aujourd'hui je suis ravie d'être accompagnée de Lucas Benoiton. Donc Lucas, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour à tous. Voilà, je suis Lucas. Je suis juriste chez Jury Travail depuis à peu près 2 ans et je suis plutôt axé sur droit du travail, droit des affaires, droit de la consommation. Merci beaucoup Lucas. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, petit tour d'horizon sur qu'est Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, vont décrypter l'actualité juridique et rédiger pour les professionnels et les particuliers des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Tous nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent quotidiennement l'ensemble de nos services. Alors, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les professionnels. Ces formules, Pro et Premium, vont vous permettre de contacter un juriste quand vous le souhaitez, qui répondra à l'ensemble de vos questions sur votre entreprise, quel que soit le domaine de droit. Grâce à ces formules, vous pourrez également accéder à l'ensemble de notre base documentaire en illimité. Donc, ce soit les dossiers, nos modèles de lettres, de modèles de contrat. Et vous pourrez bien évidemment profiter de votre convention collective, toujours à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, d'aller sur le site de Jury Travail ou suivre le petit lien que vous a envoyé Elodie dans le chat pour découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux à votre entreprise. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Lucas, maintenant, si tu le veux bien, un petit point d'abord sur le contexte. Il y a une étude Ipsos qui a été publiée en janvier 2024, donc elle est toute récente, qui montre une dégradation générale de la santé mentale et un désengagement au travail des actifs du privé, aussi bien du privé d'ailleurs que du public. En quelques chiffres, cette étude montre qu'il y a 53% des actifs qui sont désengagés dans leur travail, 67% d'entre eux vont au travail à reculons. Parmi les sondés, 88% d'entre eux, pour 88% d'entre eux, la QVCT est prioritaire et 48% estiment que leur employeur ne prend pas assez en compte la QVCT. Ce qu'on remarque également dans cette étude-là, c'est que les entreprises qui œuvrent le plus en matière de qualité de vie au travail ont majoritairement des salariés en meilleure santé, 71 contre 37, et ont un meilleur relationnel avec leur manager, 98% d'entre elles. Ça reste une étude, bien évidemment, qui est représentée par un panel. Néanmoins, il est très intéressant quand même de se pencher sur le sujet et de savoir comment vous, au sein de votre entreprise, vous allez pouvoir améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de vos salariés et également quelles sont vos obligations, cette fois-ci, en matière de qualité de vie au travail. Pour traiter ce vaste sujet, nous avons scindé la webconférence en 4 grandes parties. Dans une première partie, Lucas nous expliquera un petit peu ce qu'est réellement la QVCT, comment on la mesure, quelle est la méthodologie pour évaluer la qualité de vie au sein de votre entreprise et quel est le rôle du CSE. Dans une deuxième grande partie, nous allons traiter les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour l'améliorer. Qu'est-ce qu'également que la désinsertion professionnelle, la convention de rééducation professionnelle et le droit à la déconnexion.
Dans une troisième partie, nous aborderons, Lucas surtout abordera les obligations que vous avez en tant qu'employeur, notamment au niveau de l'égalité homme-femme, du harcèlement et du DUERP. Notre quatrième partie sera dédiée à un vrai-faux dans des situations opérationnelles que vous pouvez rencontrer au sein de votre entreprise. Et en dernière partie de webconférence, nous répondrons à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat à l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Avant de commencer donc les définitions et notre première partie, un petit sondage pour vous. Lucas vous répondra en fin de webconférence. Il sera affiché du coup en bas, hop, à droite de votre écran dans l'onglet sondage. Donc, les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont-elles définies par le Code du travail? Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, et nous vous répondrons en fin de webconférence. Lucas, si tu le veux bien, nous allons pouvoir attaquer notre première partie avec les grandes définitions du coup sur la qualité de vie et les conditions au travail. Et dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que la QVCT? Alors, avant tout, je dis quand même que c'est un sujet assez large. C'est un peu le combat d'aujourd'hui et de demain pour les travailleurs, la nouvelle revendication. Quand on voit un peu l'évolution du droit du travail, il y a eu des périodes importantes et des revendications différentes. Pour moi, aujourd'hui, ça va être surtout tout ce qui est axé sur la QVCT. Donc, c'est intéressant de se mettre un peu à la page à ce sujet. Tout d'abord, la QVCT, avant, c'était appelé la QVT. Ça a été créé en 2013 par un accord national interprofessionnel. Et en 2021, on a changé l'expression pour rajouter le C de conditions de travail, donc QVCT. Et les conditions de travail vont englober donc maintenant tout ce qui est lié à la santé et à la sécurité au travail. La QVCT, elle a pour finalité de permettre de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail et de la vie pour les salariés, mais aussi la performance collective de l'entreprise. Donc ainsi, les actions de l'employeur doivent avoir un impact important sur la santé des salariés qui lui-même, donc la santé, un salarié heureux travaille mieux, donc lui-même aura un impact sur la performance de l'entreprise. Donc, autour de la QVCT, on va avoir globalement 3 ambitions. Déjà, construire une organisation du travail favorable à la santé des personnes et à la performance globale de l'entreprise. On va avoir aussi également une ambition de donner à chacune et à chacun le pouvoir d'agir sur son travail, notamment avec une expression des salariés et une communication. Et aussi améliorer le travail d'aujourd'hui et de demain. Comme je disais, c'est la revendication d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Lucas. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais juste que c'était bon. Peut-on la mesurer, la QVCT? Alors oui et non, en fait, on ne va pas avoir de score QVCT comme on pourrait avoir par exemple avec l'index sur l'égalité homme-femme, enfin femme-homme, donc j'y reviendrai plus tard. Mais pour moi, on peut quand même la mesurer d'une certaine manière, notamment avec des statistiques. Premièrement, avec l'index que je viens de parler, donc sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est un moyen de la mesurer. On va avoir aussi tout ce qui est lié aux risques professionnels, risques psychosociaux, par exemple le nombre d'accidents de travail dans l'entreprise ou encore le nombre de burn-out, bore-out qu'on pourrait avoir dedans. Si on voit qu'il y a énormément de salariés en accident de travail, en arrêt maladie, facilement on peut se poser la question si le cadre de travail, si les conditions de travail sont intéressantes, enfin du moins sont positives. On va avoir aussi des sondages auprès des salariés par le biais d'enquêtes, d'entretiens individuels ou des groupes de discussion. L'employeur peut de lui-même voir si la QVCT dans son entreprise est bonne. Et puis après, on va avoir naturellement aussi des audits externes. Donc, on va avoir des sociétés spécialisées là-dessus qui vont pouvoir mesurer tout ça. On a aussi l'ANACT qui propose un baromètre, le GPS, j'y reviendrai plus tard, qui peut aider dans cette mesure. Merci beaucoup, Lucas. Pourquoi l'employeur a tout intérêt d'améliorer la QVCT? Alors, il y a
que des bonnes raisons pour moi. Déjà, premièrement, j'ai pu citer l'accroissement des performances de l'entreprise. Une équipe heureuse travaille mieux, généralement. Ça va aussi augmenter l'engagement des salariés dans l'entreprise. La santé mentale donc, des salariés doit être améliorée, et ce qui va amener à une meilleure gestion du stress. Il y a aussi la sécurité des salariés, moins d'accidents de travail. Il y a aussi tout ce qui touche au harcèlement moral. Si l'atmosphère de l'entreprise est bonne, on aura moins ce genre de problème pour l'employeur. Ça donne aussi une raison de plus aux salariés pour aller travailler. Ça va réduire l'épuisement professionnel, prévenir aussi les maladies professionnelles, burn-out, bore-out. Donc ça joue avec l'épuisement. Et aussi limiter cette désinsertion et surtout le turnover au sein de l'entreprise. Donc, plein de raisons de se pencher sur la QVCT. Et encore, Merci, j'ai pas tout cité. merci beaucoup, Lucas. Quels sont les sujets, du coup, qui sont abordés et quand doit-on les aborder? Donc là, pareil, il y a énormément de sujets. C'est très vaste. On va avoir d'abord les sphères de vie, donc entre vie personnelle et professionnelle. Tout ce qui touche aussi à, je pense, la psychologie positive. On va avoir les conditions d'exercice du travail, l'environnement, l'utilité et le sens du travail, l'expression des salariés dans leur participation, et leur participation, pardon. On va avoir aussi ce qui touche à l'égalité professionnelle, pas forcément entre femmes-hommes, mais aussi entre juste deux collaborateurs dans la même situation. Et donc ça, c'est les sujets. Et ce qu'il faut se demander, c'est aussi, mais quand aborder en fait la QVCT? Alors, la QVCT, elle est abordée au moment des NAO, donc les négociations annuelles obligatoires. Ces NAO, elles sont obligatoires pour les entreprises qui vont disposer d'au moins un délégué syndical. Et donc, la plupart du temps, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Parce que dès qu'on a plus de 50 salariés, on va devoir avoir un délégué syndical. Soit on le nomme par rapport aux membres du CSE, soit on va les lire, etc. Après, il est totalement possible d'en nommer un en dessous du palier des 50. À partir du moment où il y en a un, on doit négocier. Ces négociations-là, elles sont à l'initiative de l'employeur, mais le délégué syndical, enfin les instances syndicales, les organisations, pardon, peuvent aussi lancer cette négociation annuelle obligatoire. Alors, là, je parle de négociation annuelle obligatoire. Donc, on est obligé de négocier, mais on n'est pas obligé de conclure un accord. C'est vraiment pour démontrer que l'employeur aussi négocie, accepte, entend les revendications professionnelles et essaye de faire avancer les choses. Donc, il faut aussi, alors juste, je finis très rapidement. Là, sur les NAO, je fais un bref résumé. C'est un sujet un plus vaste. N'hésitez pas à aller consulter nos dossiers et nos vidéos à ce sujet pour vraiment avoir un détail à ce sujet. Exactement, vous avez le guide complet du coup sur les NAO disponible sur notre site. Merci beaucoup Lucas. Comment travaille-t-on du coup sur la qualité de vie et les conditions de travail? Y a-t-il une méthodologie pour l'employeur? Alors, il y a des actions, donc les mesures, ça j'y reviendrai plus tard. Je pense qu'avant tout, pour travailler dessus, il faut pouvoir avoir une vision sur sa propre entreprise, donc faire ce qu'on appelle un diagnostic initial sur les points faibles et les points forts de l'entreprise. On fait aussi des enquêtes. Donc, une phase d'enquête, on va dire, on va lancer une phase d'enquête et de dialogue, peut-être dans un premier temps, entre les représentants du personnel, donc les membres du CSE ou les délégués syndicaux, avec les RH ou encore avec la direction de l'entreprise, histoire de vraiment de se situer sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, quelle est la QVCT dans l'entreprise. Ensuite, ou en même temps, on peut aussi mettre en place une phase d'enquête auprès des salariés, notamment avec des groupes de discussion ou des entretiens individuels. Bien sûr, après, je pense que l'employeur doit aussi se mettre à la place du salarié, essayer de voir sa vision, de se comparer et de penser si la politique du QVCT dans son entreprise est suffisante ou pas, s'il faut l'améliorer ou pas. J'ai pu en parler avec les audits externes, mais voilà, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui sont spécialisés dans la QVCT, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent vous apporter
un certain nombre de mesures à réaliser qui sont plus ou moins efficaces. Ça va dépendre aussi de votre secteur. Vous pouvez aussi, j'ai pu en parler, faire un baromètre via le site de l'ANACT qui propose le GPS, donc le baromètre de gestion des perspectives sociales. Ça va vous permettre de mieux aussi cibler les points forts et les points faibles et aussi contacter les ARACT, enfin du moins l'ARACT de votre région. Parce que l'ANACT, c'est une agence nationale et puis après on va avoir des agences régionales pour tout ça. Là, je parle de l'ANACT, mais vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est un établissement public administratif qui existe quand même depuis 1973, c'est assez ancien, et qui a plutôt un rôle d'informateur sur tout ce qui va concerner la QVCT, les conditions de travail, etc. Donc là-dessus, vous pouvez aller sur le site de l'ANACT. Il y a pas mal de notices autour de ça. Il y a le baromètre que je parlais. Il y a aussi des jeux pédagogiques. C'est très intéressant. Ils organisent aussi tous les ans une semaine de la QVCT avec un sujet. Là, je crois que cette année, c'est à la mi-juin, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder si jamais vous voulez en discuter avec eux ou aussi avec les intervenants qui seront présents à ce moment-là. Ensuite, on va avoir les agences régionales, donc les ARACT, qui là elles vont pouvoir faire un accompagnement plutôt juste un rôle d'informateur. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus et pour avoir les bons conseils. Merci Lucas, c'était très clair. Et dans tout ça, quel est le rôle du CSE? Alors, donc, les membres du comité social et économique, donc les membres du CSE, ils vont bénéficier aussi de formations dédiées dans leur mission en matière de santé et de sécurité au travail. Donc ça, au moins c'est clair, ils ont une mission à ce sujet et l'employeur doit leur dédier une formation. Donc elle est de 5 jours, je crois qu'ils ont une formation de 5 jours sur leur premier mandat et à chaque renouvellement de mandat, on va rajouter 3 jours de formation. Donc c'est logique parce que les membres du CSE, ça reste quand même des interlocuteurs privilégiés des salariés. Leur intervention en matière de QVCT est donc logique. Et vu que la QVCT, elle touche la plupart des revendications professionnelles aujourd'hui, c'est normal que le CSE ait un rôle à jouer là-dedans. Donc le CSE va pouvoir réaliser des enquêtes, recevoir et présenter les réclamations des salariés. Il est possible aussi qu'il exerce son droit d'alerte. Là, on parle vraiment sur des gros manquements à la sécurité des travailleurs. Et aussi proposer des axes d'amélioration pour les conditions de travail. Donc le CSE, il va aussi créer la commission santé, sécurité et conditions de travail, donc le CSSCT. Et avec cette commission, il contribue aussi à l'élaboration du DURP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Merci beaucoup Lucas. Nous allons pouvoir passer à notre seconde grande partie sur les actions pour améliorer la QVCT. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous aurons un temps dédié pour y répondre en fin de webconférence. Et si une question vous vient à l'issue de la webconférence, vous pourrez poser votre première question gratuitement à nos juristes via le lien que vous enverra Élodie. Ils se feront un plaisir de vous répondre sur votre problématique. Donc, les actions pour améliorer la QVCT, Lucas, que doit-on mettre en place? Alors, il n'y a pas de... prévention. Pour la prévention, pour l'améliorer la QVCT, donc pareil, il n'y a pas de liste dans le code du travail qui dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Moi, je me base sur pas mal d'articles aussi de certaines sociétés externes ou même surtout de l'ANACT qui vont donner des exemples et des actions à réaliser pour l'améliorer. Je pense que d'abord, avant tout, il faut travailler sur l'environnement de travail du salarié qui doit quand même être agréable, ergonomique et propice à la collaboration. Alors, je vais donner un exemple avec notamment l'open space. Ce n'est pas du tout représentatif de tous les secteurs, parce que sur, par exemple, le secteur du BTP et un secteur tertiaire ou alors industriel, on n'a vraiment pas du tout les mêmes actions à mener.
Donc je vais citer un peu l'exemple de l'open space parce qu'il y a eu une étude de la DARES en 2023 qui exposait un peu les différences de conditions de travail avec le bureau classique. Et on observe notamment qu'il y a plus d'arrêts maladie, pas non plus trop, mais il va y en avoir plus. On va avoir des conditions de travail liées à la température qui vont être plus désagréables, à un manque d'espace personnel, une salle trop bruyante, des charges de travail plus importantes et aussi un manque de communication avec les hiérarchies. Les salariés vont plus communiquer entre eux, mais pas assez avec les hiérarchies. Après, je dis pas qu'il faut mettre fin à l'open space, loin de là. Il faut juste adapter en fait l'environnement de travail pour qu'il soit meilleur et plus agréable pour le salarié, pour qu'il soit plus heureux, plus épanoui dans son travail. Ensuite, je vais parler aussi de l'équilibre travail, vie personnelle, et notamment avec la flexibilité des horaires. Donc, on peut commencer d'abord avec l'adoption d'une politique de télétravail. Donc là, ces dernières années, ça se développe énormément, surtout depuis le Covid. Après, le télétravail, il faut faire attention aussi à ce que ça ne soit pas, on va dire, péjoratif. Je veux dire ça comme ça, dans le sens où ça pourrait isoler le salarié et rompre un peu du moins l'empêcher de développer des liens sociaux avec les autres salariés. Donc, il faut quand même moduler ce télétravail. Mais pour beaucoup de salariés, ça peut leur faire du bien. Il y a aussi le respect au droit à la déconnexion. Ça, j'ai prévu toute une partie à ce sujet. Il y a également sur les horaires de travail plus flexibles. Donc, permettre aux salariés de venir soit plus tôt, soit plus tard, de pouvoir adapter son travail aussi. Pareil, hein, je ne vous dis pas de le faire, ça dépend vraiment à chaque fois aussi du type de travail. Si on est dans les entreprises où on va recevoir de la clientèle, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué de faire de la flexibilité de travail. Ça dépend de chaque secteur. Ensuite, on peut parler aussi de la communication. Je l'évoquais un peu avec l'open space, mais une communication, une transparence sur la vie de l'entreprise et sur les évolutions futures de cette entreprise. Discussion avec les supérieurs hiérarchiques. Par exemple, on peut citer aussi des journaux, des newsletters pour informer de ce qui se passe, des événements entre les établissements. Là, le but est vraiment de renforcer l'engagement des salariés dans l'entreprise. Je ne vous dis pas non plus de forcer les salariés à s'investir ou à mettre en avant un manager du bonheur ou quoi que ce soit. Là, le but est surtout voilà, de communiquer, d'être transparent sur ce que vous faites. Très important aussi, ça va être le développement et les propositions de formation pour les salariés, ce qui va favoriser en fait la montée en compétences. Donc, un salarié se sentira forcément valorisé s'il apprend tous les jours ou alors tous les mois, s'il a des formations et ça lui permettra aussi d'évoluer et de rester à son poste, de ne pas subir des évolutions technologiques ou autres. Là, au moins, même le salarié, il va donner aussi un sens à son travail. On peut aussi apporter des récompenses ou de la reconnaissance aux salariés. On peut penser surtout pour les performances exceptionnelles, avec notamment des récompenses symboliques. Mais je pense aussi, moi, des performances plus courantes. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut toutes les 10 minutes mettre une tape dans le dos du salarié et lui dire félicitations, mais temps de lui apporter un peu de reconnaissance, ça va donner du sens à son travail. Et ça va contribuer aussi à son bonheur au travail. Donc, quand vous ferez des phases d'enquête ou autres, bah, vous verrez aussi que le salarié se sentira plus heureux. On va avoir aussi un point très important, c'est la gestion de la santé mentale et du stress du salarié. Donc, je pense notamment avec les prises de pause, des temps pour que le salarié puisse récupérer, se détendre un peu. Je sais qu'au regard du Code du travail, par principe, c'est une pause de, je crois, 20 minutes toutes les 6 heures. Forcément, les conventions collectives, les accords d'entreprise vont prévoir des temps de pause pour le midi ou des temps de pause toutes les 2 heures ou autres. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'au moins, le salarié peut, j'aime bien cette expression, poser son cerveau. Plus penser à son travail, pouvoir se vider l'esprit et donc rentrer chez lui avec une tête, je pense, moins lourde.
C'est aussi possible, voilà, de mettre en place des activités de bien-être. Alors, je vais citer yoga, pilates. Alors, c'est pas pour tout le monde. Moi, personnellement, je suis pas fan de la matière, mais il y a des salariés qui aiment beaucoup ça. Donc, autant essayer. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. On peut avoir aussi des intervenants externes. Là, par exemple, moi, ce matin, on a eu un webinaire sur la psychologie positive. Donc, il y avait 2 intervenantes qui étaient venues et qui nous ont expliqué, nous proposé des actions pour être plus positif au travail. Ça peut avoir son effet. Moi, ça l'a eu un peu, mais ça dépend à chaque fois de chaque salarié. Et c'est quand même intéressant de propager des ondes positives plutôt que rien du tout. Donc, après, au-delà du yoga pilates, on peut aussi penser au sport, développer des événements sportifs, triathlon, marathon, ou même des fois juste aller courir, ou des activités inter-entreprises, inter-établissements. Ça va favoriser la gestion aussi de la santé mentale et soulager un peu les salariés. Ça va permettre de faire décompresser. J'ai pu en parler aussi avec la transparence de l'entreprise, mais aussi augmenter la participation des salariés aux décisions de l'entreprise par le biais de sondages. Je sais que certaines entreprises le font, pour certaines ça fonctionne, d'autres non. Ça dépend aussi à chaque fois de chaque secteur. Et bien évidemment, je peux citer les politiques RH qui doivent quand même aussi être alignées sur le besoin des salariés et être à l'écoute quand même à ce sujet. Donc globalement, la QVCT elle va s'améliorer par le biais d'infrastructures, d'activités, de communication surtout. Et même si je vous ai fait une liste d'actions, ça ne reflète pas non plus toutes les actions que vous allez pouvoir réaliser à ce sujet. Soyez créatifs, inventifs. Essayez. Si ça ne fonctionne pas, vous choisissez autre chose. Mais l'important, c'est d'essayer plusieurs actions, faire en sorte qu'elles soient quand même qualitatives, qu'il y ait quand même un investissement là-dedans. Et vous verrez que le bonheur, la QVCT de votre entreprise sera plus importante. Après, bien sûr, tout dépend des moyens et de chaque entreprise. Il y a plein d'activités à faire pour des petits budgets. Et la reconnaissance d'un salarié, ça coûte rien. Merci beaucoup, Lucas. Ça donne quand même de très bonnes pistes, en tout cas de réflexion pour améliorer cette QVCT. Je fais juste une aparté pour répondre à la question d'Agathe et de Laurent sur que risque-t-on si on n'a pas abordé la QVCT. Sachez qu'on traite cette question spécifiquement à la fin de la webconférence dans notre dernière partie. Nous poursuivons du coup sur les actions. En quoi consiste la prévention à la désinsertion professionnelle? Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même dans la carrière du salarié, dans sa vie personnelle, plusieurs événements. Accident de travail, maladie professionnelle ou non, vieillissement, des événements personnels qui vont impacter sa capacité à assurer son emploi dans sa durée. Donc il y a toujours 2 approches à ce sujet. D'une part, une approche individuelle, donc on va se rapprocher du salarié en question. On a le sentiment qui régresse un peu, mais qui va un peu mal. Et il y a aussi une approche collective avec une prévention autour des risques professionnels. À savoir que depuis mars 2022, il y a des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui doivent être mises en place, donc les PDP, et elles sont mises en place au sein des services de prévention et de santé au travail, donc les SPST. Elles sont animées et coordonnées par le médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Ces cellules-là, ces cellules de PDP, vont avoir plusieurs missions, notamment de prévenir, comme leur nom l'indique, la désinsertion professionnelle. Ils vont proposer notamment des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles, donc ils vont regarder l'ensemble des salariés de l'entreprise et voir lesquels sont, on va dire entre parenthèses, à risque sur la désinsertion. Ils vont proposer aussi des mesures d'accompagnement individuel, et ça avec la collaboration du médecin du travail, et aussi participer à l'accompagnement du travailleur qui pourrait être éligible
à la convention de rééducation professionnelle. Donc ça, j'y viens juste après. Je te laisse annoncer, Mylène. La suite, qui est la convention de rééducation du coup professionnelle. C'est ça. Donc la convention de rééducation professionnelle en entreprise, donc CRPE, elle était destinée dans un premier temps aux salariés handicapés. Puis après, ça a été étendu aux salariés jugés inaptes ou à risque par le médecin du travail. Donc elle permet aux salariés de se former au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise, tout en conservant en fait son contrat de travail et sa rémunération pendant une période allant jusqu'à 18 mois. Donc c'est très avantageux. Au moins, il y a aussi cette montée en compétences et on ne laisse pas le salarié de côté. Donc si cette convention, si cette rééducation a lieu dans la même entreprise, donc il faut déjà rédiger une convention de rééducation professionnelle et un avenant au contrat de travail pour bien mettre en avant les nouvelles missions du salarié, ces missions de formation. Et par contre, si ça a lieu dans une autre entreprise, alors il faut en supplément de la rédaction de la convention, rédiger aussi une convention de mise à disposition avec l'entreprise d'accueil. À savoir que vous allez devoir, enfin du moins, vous allez devoir forcément facturer quelque chose à cette entreprise d'accueil. Donc, vu que la rémunération et le contrat de travail du salarié ne changent pas, l'entreprise d'accueil va devoir vous verser la rémunération, les charges sociales et tous les autres frais professionnels liés à cette formation. C'est vraiment un moyen intéressant pour garder le salarié dans l'entreprise, mais aussi lui apporter un sens, une valeur à son travail, même s'il a eu des événements un peu négatifs qui ont pu baisser sa volonté de travailler. Merci beaucoup Lucas. Comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? Vaste sujet. Très vaste. J'ai pu l'évoquer un peu. Donc ça passe par l'aménagement du temps de travail. Pareil, on peut aussi faire selon certains profils. On va avoir aussi des salariés qui sont parents, qui ont des enfants. C'est vrai que ça peut être une nécessité pour eux d'avoir des horaires plus flexibles, permettre par exemple de finir à 16 heures, mais de reprendre peut-être un peu après, ou de décaler et autres, pour aller chercher les enfants à l'école, ce genre de choses. Dans tout ça, on va avoir naturellement aussi le droit à la déconnexion. Je n'y parle pas encore, je vais en parler juste après. On va avoir le télétravail, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés, ça il faut le retenir. J'ai pu l'évoquer sur le risque d'isolement. On va avoir aussi l'utilisation des outils numériques, les favoriser un maximum. Aujourd'hui, je pense que c'est plus trop d'actualité parce que tout est numérique. Mais pour les entreprises, c'est pas encore le cas. Ça peut vraiment aider pour la gestion des horaires, pour tout ça. Ensuite, on va avoir des dispositifs à mettre en place par rapport à la parentalité. Au-delà de l'adaptation des horaires, on va avoir aussi le congé parental d'éducation. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi mettre en place, du moins réduire la durée de travail avec des temps partiels ou autres pour les parents. Bien sûr, il faut toujours trouver le bon équilibre là-dessus, ne pas non plus trop écarter les salariés. Il faut quand même qu'ils puissent assurer leur travail. Donc, il y a forcément aussi un équilibre à faire pour l'employeur. Donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux un petit peu plus développer sur le droit à la déconnexion, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, le droit à déconnexion, je pense qu'on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce droit à la déconnexion, il faut que ça soit discuté, il faut le négocier au moment des NAO, surtout sur tout ce qui va concerner la QVCT. Et au moment de négociation, l'employeur peut, même je pense doit, mettre en place une charte pour définir les modalités d'exercice du droit à déconnexion. Parce que le Code du travail ne va pas les définir. Il y a un flou autour de tout ça. Et c'est à l'employeur de l'adapter. C'est logique d'un côté parce que chaque secteur est différent, forcément, et on va avoir des différences sur les contrats de travail. On va avoir des contrats de travail avec des horaires fixes, d'autres avec des horaires flexibles, et surtout d'autres avec des périodes d'astreinte. Et ça va être surtout ça qui va concerner le droit à déconnexion. Alors, le droit à déconnexion, au-delà de tout ça, il se base quand même
sur le code du travail, sur un article. Donc l'article L 1121-1, c'est sur l'atteinte en fait aux droits et aux libertés individuelles des travailleurs. Parce que forcément, ne pas respecter ce droit à déconnexion, c'est pour le code du travail, pour la jurisprudence, une atteinte à ces droits, une atteinte à la vie privée. Donc, j'en ai parlé juste avant, la charte que l'employeur va rédiger à la suite des NAO doit définir les périodes de travail, les modalités en fait du droit à la déconnexion, et ça va permettre de clarifier tout ça et d'éviter aussi des mésententes, je vais dire ça comme ça, des incompréhensions sur l'exercice de ce droit. Alors, je vais vous donner quand même plusieurs exemples à ce sujet. Déjà, un salarié qui n'est pas joignable en dehors de ses horaires de travail, en dehors de ses astreintes, on ne peut pas le sanctionner. Hein, il n'est pas du tout fautif de quoi que ce soit. Même s'il est censé respecter le pouvoir de direction de l'employeur, il y a quand même de ce côté-là, en dehors des horaires de travail, il n'est pas à la disposition de l'employeur. Donc, plusieurs exemples issus de la jurisprudence. On peut penser déjà avec les mails que le fait de recevoir des mails de son employeur en dehors de son temps de travail ou pendant un temps de repos est un non-respect du droit à déconnexion. Alors, oui et non. C'est un non-respect si c'est exigé de répondre à ce mail, mais si l'employeur à aucun moment dans son mail n'ordonne de répondre au mail, bah, l'employeur n'est pas fautif. Le salarié n'est pas forcé de répondre. Il reçoit juste un mail. Et ça, c'était un arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2023 qui affirmait tout ça. D'un autre côté, si c'est le salarié qui lui-même prend l'initiative de répondre au mail, sans pareil que l'employeur lui dit de le faire, bah, il n'y a pas d'irrespect au droit à déconnexion. Et si un salarié donc, doit rester joignable sur son temps libre, à partir de là, on est plutôt sur une période d'astreinte. On ne sera pas sur un temps de travail effectif, parce qu'il répond sur un court instant, c'est une intervention. Donc ça va être requalifié en période d'astreinte. Donc là, on peut se demander aussi les sanctions autour du droit à déconnexion. Comme je l'ai dit juste avant, ça touche au droit, aux libertés individuelles, à la vie privée des salariés. Donc, le non-respect dérive sur tout ça et ça peut aussi dériver sur les durées maximales de travail par semaine, que ce soit hebdomadaire ou quotidienne. Ça peut aussi dériver sur le droit au repos. Et à partir de là, si le salarié va devant le conseil de prud'homme et qu'il demande une indemnisation, il se basera sur la violation de ces droits-là, sur la vie privée, mais surtout sur le droit au repos et des durées maximales. Ou alors le fait que l'employeur ne l'a pas rémunéré pour cette période d'intervention. Si jamais, admettons, vous avez des forfaits jours ou des forfaits heures pour vos salariés, il faut que la convention, quand même, définisse les modalités d'exercice du droit à déconnexion. Merci beaucoup, Lucas. Nous allons pouvoir passer à notre troisième grande partie. Alors, nous sommes un peu en retard, on a beaucoup de choses à Ouais, dire je vais avancer. sur la QVCT, mais il est possible qu'on déborde un petit peu de 5-10 minutes, le temps de répondre à vos questions. Nous allons passer aux obligations employeurs. Je vais y arriver. Quelles sont-elles en matière d'égalité homme-femme? Alors là, je vais être un peu évasif. Gwenaël avait fait une webconférence à ce sujet là, il y a quelques semaines et on a un dossier à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour avoir plus de détails là-dessus. Mais globalement, l'employeur il est tenu d'assurer cette égalité professionnelle. Donc, ça va englober notamment la notion de discrimination et le principe de travail égal à salaire égal. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un index de l'égalité professionnelle qui doit être réalisé et publié par l'entreprise. À savoir que si l'entreprise détient au moins un délégué syndical, tous les 4 ans, il doit y avoir une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le but surtout dans tout ça est de supprimer cet écart et donc augmenter la qualité de vie et les conditions de travail des salariés. Donc cette négociation-là de tous les 4 ans,
Elle traite des écarts de rémunération, de l'accès à l'emploi aussi, de la formation professionnelle, parce que c'est un tout, le déroulement de la carrière et de la promotion professionnelle, mais également les conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et en cas de mixité d'emploi. Parce que c'est très connu, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir un enfant ou dans l'éducation de l'enfant, qui vont plutôt se mettre en temps partiel et certains employeurs vont appliquer une forme de discrimination indirecte là-dessus en les rémunérant moins ou en mettant moins de formation, moins d'évolution professionnelle pour ces dernières. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre, ça baisse en fait l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À savoir que si, je termine très rapidement, s'il n'y a aucun accord qui est pris au moment de cette négociation, l'entreprise doit quand même mettre en place un plan d'action annuel pour ajuster l'index. Donc, à défaut d'objectifs remplis, il y a quand même des sanctions administratives qui peuvent être appliquées là-dessus. C'est bon. Merci Lucas. Cette fois-ci, en termes d'harcèlement moral et sexuel, quelles sont les obligations des employeurs? Alors, donc là, on est vraiment sur la santé et sécurité des salariés. Donc, tout ce qui est lié au harcèlement, le stress, les violences au travail, ça a constitué des éléments rattachés aux risques psychosociaux. L'employeur, déjà de base, je pense que vous le savez tous, a une obligation de santé et de sécurité envers les salariés. Donc, les non-respects par l'employeur à ce sujet, enfin du moins la non-intervention, on va dire, de l'employeur à ce sujet, va entraîner des sanctions sur ce principe-là. Déjà, avant tout, il convient de rappeler que l'employeur, dans le règlement intérieur, doit indiquer des dispositions par rapport au harcèlement moral et sexuel ou aux agissements sexistes. Il doit le rappeler. Et donc aussi prévoir des sanctions si jamais ça arrive. Il doit aussi mettre à jour la notion de harcèlement sexuel ou même harcèlement moral, parce que c'est quand même une notion qui évolue beaucoup, donc au gré des mœurs, au gré du temps, de la parole qui se libère aussi pour certaines victimes. Donc il doit adapter tout ça. À savoir qu'aussi, depuis le 1er janvier 2019, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur doit désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, ok, c'est obligatoire pour les plus de 250, mais il est recommandé quand même de désigner quelqu'un pour les entreprises inférieures. Au moins, vous avez quelqu'un qui est désigné qui s'occupe de tout ça. Nous, par exemple, on est une entreprise de moins de 250, mais on a pourtant un référent. Donc, au moins, l'employeur peut respecter son obligation de santé et de sécurité en désignant quelqu'un. À savoir aussi que si vous avez un signalement à ce sujet, l'employeur doit enquêter, doit lancer une enquête. Et ça, il va la lancer notamment via les représentants du personnel et il doit garantir quand même une confidentialité des témoignages et des personnes interrogées. Donc, une fois que l'enquête est réalisée, il y a un compte rendu avec un avis qui établit des recommandations sur les mesures à prendre envers la victime, des mesures positives, et l'auteur des faits. En fait, l'employeur ne peut pas, je vais dire ça de manière un peu vulgaire, mais il ne peut pas se planquer sous son bureau, ne rien faire au moment où il y a un harcèlement ou alors au moment où on lui notifie un harcèlement moral dans l'entreprise. Il doit agir. Merci Lucas, et vous pouvez retrouver également notre guide complet rédigé par nos juristes sur le harcèlement justement moral et sexuel à destination des employeurs. Vous le retrouverez sur notre site, sur le site de Jury Travail. Cette fois-ci, les obligations des employeurs en matière d'évaluation des risques, le DUERP. Alors, donc, pareil, je ne vais encore pas m'étendre trop là-dessus. Je crois que c'était Kevin qui avait fait une webconférence à ce sujet et on a des dossiers là-dessus. Donc pour rappel, voilà, l'employeur il a des obligations santé, sécurité. Il doit surtout éviter les risques, les évaluer aussi pour éviter qu'ils se produisent, adapter le travail à l'homme, donc aux salariés, et également aussi donner des instructions appropriées pour ces salariés, pour les travailleurs.
Donc, il doit mettre en place une évaluation, il doit mettre en place une évaluation sur tous les risques de son entreprise, les risques professionnels. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, il doit mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc, il doit démontrer qu'il va agir à ce sujet. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, il doit quand même aussi définir un plan de prévention des risques et de protection des salariés. Donc là, globalement, et je pense que je ne l'ai pas indiqué, mais peu importe la taille de l'entreprise, l'employeur doit rédiger un DURP. Il doit pouvoir lister l'ensemble des risques qu'il y a dans l'entreprise, qu'ils soient minimes ou importants. Après, bien sûr, les risques ils vont être différents dans le secteur du BTP que dans un secteur tertiaire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Lucas. Et de la même manière, vous avez un guide complet sur le DURP que vous pourrez retrouver sur notre site ou qu'Elodie Elodie vous renverra le lien. Je vais y arriver sur le chat. Dernière question, notre troisième grande partie. En quoi consiste la formation des salariés, des managers et du CSE en santé et sécurité au travail? Alors, bon, là, naturellement, l'employeur doit informer les salariés et surtout former les managers, les membres du CSE et aussi les salariés à tout ce qui est lié à la santé, aux préventions, etc. Cette formation, cette obligation de formation, elle relève de la responsabilité de l'employeur et elle est à sa charge financièrement. Forcément, encore une fois, elle doit être adaptée à l'entreprise, du type d'emploi des travailleurs, de la taille de l'établissement et des risques constatés. Donc, on ne va pas aborder encore une fois la différence entre BTP et secteur tertiaire, ou encore surtout entre des CDD, des CDI, etc., ou une entreprise de 500 ou 20 salariés. Il doit mettre en place aussi un passeport de prévention qui va répertorier chaque formation effectuée par les travailleurs. Ce passeport est un document individuel. Alors, il n'y a pas besoin de le remplir sous format papier. Si vous allez le salarié peut aller sur son compte formation, le CPF, et rédiger ce passeport numérique. Donc là, au moins, ça facilite aussi les choses et il peut avoir une base administrative, un document administratif, on va dire ça comme ça, qui va répertorier les formations qu'il a pu faire. Si demain, admettons, il change d'emploi, il pourra aussi mettre ça en avant auprès de ses nouveaux employeurs. Mais bon, là, l'important, c'est de le garder dans l'entreprise avec l'amélioration de la QVCT. Merci beaucoup, Lucas, c'était très clair. Nous allons pouvoir passer au vrai-faux avec 4 questions. L'ANACT est un acteur principal dans le maintien de la QVCT, vrai ou faux? Vrai, totalement, parce que c'est eux qui viennent clairement poser les bases, définir, mettre en place des notices à ce sujet. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rendre sur le site de l'ANACT et à contacter un ARACT. J'ai pu aussi l'évoquer, les professionnels spécialisés dans la QVCT ou encore des coachs de santé mentale, réflexologie, yoga, etc. L'ANACT a un rôle d'accompagnement auprès de votre société. Vrai ou faux? Alors non, plutôt d'information, ça va être plutôt l'ARACT qui là va avoir un rôle d'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur l'ARACT de votre région. En l'absence de CSE, la négociation sur la QVCT est-elle obligatoire? Oui ou Alors, non? faux, parce que les NAO, vu qu'on parle de la QVCT au moment des NAO, il faut forcément 50 salariés ou alors un délégué syndical. Donc, en somme, on ne peut pas négocier à QVCT sans CSE. Il faut au moins plus de 11 et au moins 50 pour pouvoir négocier là-dessus. D'accord. Et enfin, la question qui va répondre du coup à la question de nos participants, en cas de non-respect de la QVCT, il n'y a pas de sanction, vrai ou faux? Vrai et faux, il n'y a pas de sanction propre à ça. Ça va être surtout sur les atteintes aux droits, vie privée ou autres, et surtout au manquement à l'employeur de son obligation de santé et de sécurité. En fait, plus il va en faire en QVCT,
plus si demain il y a un problème qui arrive, plus on pourra écarter sa responsabilité. Parce qu'il a mis en place déjà le DURP, il met en place des formations, il communique autour de tout ça, il veille au bien-être des salariés. Donc, c'est un moyen d'écarter aussi un peu votre responsabilité en cas de problème. Merci beaucoup, Lucas, pour toutes ces réponses. La réponse à notre sondage, donc Lucas en a parlé tout à l'heure, il a donné la réponse. Alors, vous avez été, hop, 54% à répondre non et 46% du coup à répondre oui. Lucas, les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont-elles définies dans le Code du travail? Roulement de Non, tambour. non, non, Non. c'est l'employeur qui doit rédiger une charte à ce sujet. Voilà, comme tu l'as expliqué du coup précédemment dans la partie droit à la déconnexion que vous pouvez du coup réentendre dans le replay ou en lisant les actus qu'Elodie vous a envoyés dans le chat. Nous allons pouvoir passer désormais à vos questions. Vu le timing, je pense que nous n'aurons pas le temps malheureusement de toutes les aborder. Je vous rappelle que vous pouvez poser gratuitement votre question à nos juristes. Ils vous rappelleront dans les plus brefs délais. Elodie va vous envoyer le lien du coup dans le chat. N'hésitez vraiment pas à poser votre question. Ils seront ravis de vous répondre. Donc première question, Lucas, si tu veux bien, qui a eu 6 votes. Avez-vous une méthodologie très concrète de mise en place d'une démarche QVCT au sein d'une entreprise? Je vais être honnête, non. Totalement non. Ça dépend à chaque fois de votre entreprise et vraiment ne pas hésiter à contacter l'ARACT ou même aller sur le site de l'ANACT pour pouvoir avoir cette méthodologie et la définir aussi, parce que c'est propre à chaque entreprise. Une autre question de Sandra cette fois-ci. Est-ce plus facile de mettre en place une QVCT dans une grosse ou une petite entreprise et comment la mettre en place dans un climat dégradé? Question large. Je pense que dans une grosse entreprise, c'est plus facile parce qu'on peut déléguer. On peut déléguer ça à des professionnels ou autres, alors que dans une petite structure où l'employeur il est tout seul ou juste avec une RH, c'est beaucoup plus délicat. Moi, je trouve ça toujours plus compliqué et surtout dans les grosses entreprises, on a plus de moyens. Donc, ils peuvent mettre en place des activités, ce genre de choses, là où c'est plus compliqué pour les petites. Là, pour la mettre en place dans un climat dégradé, honnêtement, je pense que moi, ce que je préconise, c'est surtout une phase de dialogue, de discussion pour voir ce qui va pas. C'est faire un audit interne, hein, pas forcément externe, sur comment se passe l'entreprise, quels sont les axes d'amélioration. Et là, au moins, Pour vous venir aurez cibler la problématique. C'est ça. Parce que Ouais. s'il y a un climat dégradé, c'est qu'il y a forcément un problème. Et dernière question qui est très intéressante. Comment se passe le droit à la déconnexion pour les forfaits jours? Alors ça, j'en ai parlé. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est l'employeur qui doit quand même définir dans la convention de forfait les modalités de droit à la déconnexion. Qui doit quand même établir des modalités là-dessus. Sinon, c'est trop... C'est le bazar, sinon. C'est très clair. On est un peu pris par le temps, je m'en excuse. N'hésitez vraiment pas à poser votre question via le lien qu'a laissé Elodie. Vous pouvez également télécharger, donc via les liens dans le chat ou via la présentation ou le mail replay que vous recevrez, nos dossiers complets rédigés par nos juristes donc sur la QVCT, mais également le DURP ou l'égalité encore de rémunération homme-femme ou aussi le harcèlement côté le harcèlement au travail. Je vais y arriver. Voilà, nos dossiers complets qui vont vraiment vous aider à appréhender toutes les phases de ces 3 cas-là. Je vous invite également à aller voir nos formules où vous pourrez avoir en ligne des juristes comme Lucas qui répondront du coup à toutes vos questions, quel que soit le domaine le droit sur votre entreprise. Je vous remercie grandement de votre participation et je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines webconférences. La première qui sera tournée vers les CSE, comment assister un salarié dans une procédure disciplinaire avec notre juriste Gwenaëlle Petit. Et le 4 avril, sur la loi
immigration, sujet qui intéresse fortement les entreprises. Quels impacts, du coup, cette loi-là a-t-elle sur l'embauche d'étrangers au sein de votre entreprise? Cette webconférence sera avec notre juriste Kevin Lemoyec. Merci beaucoup, Lucas, de toutes tes réponses. C'était avec plaisir. Merci à vous de votre fidélité et à très très bientôt sur Géry Travail. Et merci à toi, Mylène. Merci.